Petit message avant d'attaquer les choses sérieuses, la vidéo sera longue et je comprendrai totalement que certains décident plutôt que de la regarder, l'écouter. J'ai tout prévu, il n'y aura pas besoin de regarder la vidéo pour comprendre. Cependant, elle sera montée, comme d'habitude, avec des petites annotations, parfois importantes. Et les sources seront affichées au moment où je parlerai des choses. Quand je ne parlerai pas à l'oral d'une information, ou que je juge qu'il est important que vous regardiez le visuel, ce son, celui d'une balle de fusil, se fera entendre. Du reste, bon visionnage. Alors pourquoi j'ai bloqué Jack Netflix Fit Geek and Fit. Parce qu'il dit des conneries sur moi. Il dit que dans mon livre, je ne parle que de l'anatomomorphologie. Et je dis qu'il n'y a que ça pour performer et que si tu n'as pas une morphologie adéquate, tu ne peux pas performer. C'est ce que je dis absolument pas. Donc on me le répète en permanence. J'ai un livre qui s'appelle Guide des mouvements de musculation, approche anatomique, donc on fait de la morphologie dans le livre, hein. C'est pas un livre de biologie, c'est un livre qui t'explique les mouvements, l'étude des mouvements, et je vais pas m'amuser dans ce livre à expliquer les variations biologiques d'un individu à l'autre et la capacité d'un individu à l'autre, par exemple, de créer des connexions neuronales pour monopoliser en harmonie, en puissance et en vitesse ces fibres musculaires, hein. C'est pas le but du livre, ou les variations individuelles dans l'élasticité musculaire et tendineuse, ça varie un peu d'un individu à l'autre, hein. Et tout ça, ça fait un champion ou quelqu'un qui ne gagne pas. Moi, je parle des leviers parce qu'on parle d'anatomie et je parle de structure, approche anatomique, hein. C'est pas approche biologique, mais bien sûr qu'il y a des approches biologiques aussi. Je l'ai viré parce qu'il revient en m'attaquant sur des choses qui ne sont pas attaquables. Et puis, il avait passé aussi sur sa chaîne un gars qui s'appelle La Tronche en biais, qui m'avait attaqué et qui avait dit que j'avais fait que ma philosophie, la philosophie de caniveau. Tu vois, le mec, il n'a pas lu mon livre, mais il a dit que je fais de la philosophie de caniveau. C'est insultant, donc j'aime pas ça. Je dis, bah, attends, excuse-moi, j'insulte personne sur ma chaîne. J'ai des chaînes qui me sont consacrées et qui ne font que m'insulter, ce qui est bien, parce que ça veut dire que je suis quelqu'un qui génère la jalousie par la qualité de son travail, hein, et la réussite qu'il a dans la vie, mais moi j'aime pas, voilà. Ces mots sont issus d'un live de Frédéric Delavier sur sa chaîne YouTube. Il est mignon avec son petit pull de Noël, non? Mais d'abord, bienvenue sur Geek and Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple, remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif, c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant à cause de ça. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, la vidéo va clairement, mais alors très clairement s'orienter vers la deuxième solution. Bon, il s'avère que nous étions amis sur Facebook avec Frédéric Delavier et je voyais régulièrement ses publications passer. Vous me connaissez ou pas d'ailleurs, je suis un mec un peu taquin, mais aussi et surtout attaché à la vérité. Alors quand il disait un truc faux, bah je lui signalais quoi. Sa tactique usuelle pour s'en dépatouiller était l'évitement absolu et total de toute contradiction. C'est simple, quand tu dis un truc qui ne plaît pas à Delavier, il invoque la carte piège. Je suis au-dessus de tout ça et je suis un chèque plein de connaissances sur le monde et de bienveillance envers l'humanité. Donc, il ne te répond pas. Ça m'embête d'avoir été banni parce que maintenant je peux plus te montrer ces contradicteurs récurrents avec qui il évite toute interaction. Je te salue, Paul Bismuth à la photo de profil au stylo bic. Pourtant je n'ai jamais été insultant ni même méprisant envers Delavier. En témoignent mes vidéos au sujet de sa méthode sur ma chaîne. Je l'ai même invité à parler, c'est dire quel enfoiré suis-je. Mais il y a un truc qui l'énerve par-dessus tout. Une chose qui fait sortir le dieu parmi les hommes qu'est Delavier de ses gonds. Qu'on ose remettre en question sa légitimité. Je ne l'ai jamais vu aussi énervé que quand, dans notre live intitulé Sport et superstition avec Assermendax de la Tronche en biais sur cette même chaîne, ce dernier, Assermendax donc, a complètement démonté un de ses aphorismes
philosophique. Et de la même façon, j'ai osé défier Delavier sur quelque chose. Et ça l'a fâché vraiment tout rouge apparemment. Voici donc son post Facebook et les réponses en question à ce dernier. Attention, longue lecture en approche, mais c'est important pour avoir le contexte. Pour ceux qui n'ont pas compris, les leviers ne sont pas une invention de ma part et leur étude a des millénaires. Les leviers font aussi partie du fonctionnement de la mécanique humaine. Dire que la proportion du fémur par rapport au reste des structures osseuses du corps humain influence la performance au squat n'est pas une invention de ma part, mais juste une mise en situation dans la pratique sportive des lois bien connues des leviers. Dire que les variations de morphologie, c'est-à-dire les variations de proportion des segments osseux entre eux, n'ont pas d'influence sur la performance, équivaut à dire que les lois de la physique n'existent pas. On est au même niveau que croire à la Terre plate. Là, c'est le début de mes réponses. Ce serait vrai si tu te contentais de dire que les leviers ont une influence sur la performance. Mais ça n'est pas ce que tu fais. Tu dis non seulement que leur influence sur la performance / technique est capitale, et pourtant d'autres facteurs sont plus importants, comme la mobilité des chevilles, référence ici. Mais en plus, tu prétends prédire la performance de certains des mouvements grâce uniquement à cette méthode. Et enfin, même leur taux de blessure. Je ne dis pas que tout ton travail est acheté. Loin de là, mais il est à tempérer des trouvailles empiriques sur la question, et elles ne vont clairement pas dans le sens de ce que tu exposes, au moins sur les blessures. Je parle de la mobilité de la cheville dans mes livres et de son influence sur l'exécution du mouvement, et je ne prétends rien du tout. Je dis que la structure du levier influe sur la performance. Il n'y a rien à prétendre, c'est un fait. Je n'ai jamais dit prévoir la performance uniquement par l'étude des leviers. J'ai dit que la conformation des leviers a une influence énorme sur la performance. Il n'y a rien d'empirique dans mes explications sur les blessures. Plus un muscle est étiré, plus il risque de se déchirer et son tendon de se désintégrer. Ainsi, une cage épaisse et des bras courts au coucher limitent souvent l'étirement du grand pectoral. C'est juste une histoire de levier et de résistance des structures. Il n'y a rien d'empirique. Les lois de levier sont connues depuis des millénaires et la résistance des tissus est étudiée depuis des décennies. C'est ce que je dis, il n'y a rien d'empirique. Et il en faudrait justement. Je parle d'empirisme dans le sens approche de la philosophie des sciences, qui sous-entend la mise à jour du discours au vu des dernières avancées scientifiques. En l'occurrence, oui, les leviers, c'est de la physique, de la mécanique newtonienne même, pour être précis, même si les Grecs avaient déjà bien compris le truc. Mais dans biomécanique, il y a bio aussi, et tu oublies totalement la loi de Wolff et de Davis, qui entendent une adaptation et une résilience des structures tant que la contrainte est amenée avec assez de progressivité dans le temps. Les différences d'activation neuromusculaire, etc. Oui, tu parles bien de la cheville, mais dis-tu bien que c'est plus important que les leviers et pas moins? As-tu testé tes hypothèses anatomiques et de traumatologie avec des protocoles expérimentaux, des statistiques? Encore une fois, loin de moi l'idée de te jeter la pierre, ton travail est faramineux, il m'éclaire à des moments, et il est impressionnant par sa quantité. Cependant, ne dis pas que tes contradicteurs te reprochent d'utiliser les leviers, ils te reprochent de les mettre au centre de la musculation. Je ne prédis aucune performance, je dis que certaines configurations morphologiques sont propices à la performance, et je n'ai jamais prétendu prédire une performance uniquement par cette méthode. Tu es un menteur qui déforme mes propos pour attirer à toi la lumière. Tu devrais avoir honte. Je fais des vidéos sur l'apprentissage neuromoteur et la performance, sur la capacité nerveuse à mobiliser en modulation, en vitesse et en nombre ces fibres musculaires pour être performant. Donc faut arrêter tes mensonges. Tu recherches uniquement la notoriété en contredisant ceux qui sont considérés comme les maîtres. Du coup, tu finis par essayer de leur trouver des erreurs dans leur enseignement, même où il n'y a rien à critiquer, entraîné dans ta quête de reconnaissance. Mais tu ne seras rien car tu es incapable de visualiser et d'innover. Tu n'as aucune capacité d'analyse objective. Tu ne resteras donc qu'un petit prof aigri car tu es mauvais et jaloux. Qui est l'être petit? Celui qui s'attaque au discours ou celui qui s'attaque à la personne? Car je n'ai jamais remis en question l'être que tu étais, simplement ce que tu dis. Et je n'ai jamais voulu te diminuer, ce que tu veux faire à mon égard. Si tu veux incarner le Dieu qui vit selon toi en chacun de nous, alors je pense que ce type d'argumentaire t'en éloigne. Il n'y a pas à faire d'hypothèse sur l'étude de leviers. Ce sont des règles connues depuis des millénaires. Je ne mets pas l'étude des leviers au centre de la musculation. J'explique juste l'importance des leviers et leur influence sur l'exécution et la performance. Il n'y a pas d'hypothèse à faire sur les leviers. Mais tu ne fais pas que décrire les leviers. C'est leur impact sur la musculation que tu décris. Et là-dessus, il y en a des hypothèses à tester. Que mets-tu au centre de la musculation si ce ne sont pas les leviers ? La morphologie et sa valeur prédictive sur les blessures et la performance n'est-elle pas au centre de ton approche ? Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit. C'est honteux. Je parle des leviers et de leur influence dans l'entraînement en musculation. Je ne prédis rien. Je ne les mets pas au centre de la performance. Je montre juste leur influence sur la performance. Tu déformes mes propos pour m'attaquer et te faire briller. Comme ton ami la Tronchambier, qui dit que je fais de la philosophie de caniveau et qui m'attaque en disant qu'on ne peut pas dire le contraire de ce que je dis. Tiens, l'histoire de Mandax ressort. Elle est vieille pourtant. Mais on ne peut pas prouver que c'est vrai. Il lui faudrait un minimum de factuel pour mettre en cause mes propos. Si tu dis un homme avec une grosse cage et des petits bras sera meilleur au développé couché qu'un homme avec des grands bras et une petite cage, c'est une prédiction. Car sans faire le test empiriquement, tu dis que ce sera le cas.
Pour être sûr que ce soit le cas chez une majorité d'individus, il faut tester l'hypothèse empiriquement, avec des statistiques, ce que tu ne fais pas. C'est tout ce que je dis. En l'occurrence, des chercheurs font, eux, ce travail, et parfois ils confirment ce que tu dis, mais d'autres, pas du tout. Il faut confronter ce que tu prédis au terrain, notamment, surtout, au niveau des blessures, pour éviter de faire psychoter les gens et les faire se causer eux-mêmes des blessures par effet nocebo de kinésiophobie. C'est tout ce que je dis, et il n'y a rien d'honteux là-dedans. Moi je suis un amoureux des humains, je veux qu'ils réalisent leur potentiel au plus haut niveau sans se blesser, et de la connaissance. Je veux savoir les choses sans y placer mon ego. Je peux essayer de mettre en place un protocole de test avec ta collaboration pour voir si ce que tu dis dans tes livres est vrai ou non, d'un point de vue scientifique. On peut essayer de le faire publier dans une revue scientifique à comité de relecture pour l'officialiser. Et si tu as raison sur toute la ligne, eh bien tant mieux, j'en serais très content. Je ne mets pas mon ego là-dedans. Mais si tu as tort, alors il faudra mettre à jour tes livres et ce que tu dis. Y es-tu prêt ? Aimes-tu autant la connaissance que moi ? Et c'est là que j'ai été banni sans autre forme de procès, et du coup j'ai pas eu le temps de lire le reste, mais je vais quand même, moi, te le lire pour que tu puisses avoir un petit peu ce qui va après. Mais juste avant de poursuivre, pour quelqu'un qui me reproche d'être insultant, je trouve quand même que t'es un petit peu gonflé, Fredo, hein ? Voilà, on va pas se le cacher vis-à-vis de ce que tu viens de dire. Enfin, je sais pas si pour toi, traiter quelqu'un de mauvais ou quoi, c'est bien, mais moi, j'évite de le faire. Visiblement, tu ne comprends rien. Je montre des schémas permettant de visualiser la meilleure configuration de levier osseux pour performer dans tel ou tel mouvement. Je ne parle pas de la capacité individuelle à mobiliser ses fibres musculaires en modulation vitesse et nombre, à maintenir une capacité d'attention et de vigilance, à ne pas faire trop d'adrénaline, ni de la capacité individuelle à faire du muscle, à récupérer entre les séries, à oxygéner le muscle, à se débarrasser des déchets métaboliques, etc. Tant et tant de choses qui font de la performance individuelle. Je parle des leviers et j'ai été le premier à montrer leur rôle dans la performance. Mais j'ai été aussi un des premiers à montrer l'influence de la longueur des tendons dans la performance. Comment veux-tu qu'un chercheur se porte contre la loi des leviers ? Je n'ai fait que l'appliquer à la muscu, c'est inattaquable. Mon guide des mouvements de musculation n'a aucune faute. Il décrit juste l'exécution des mouvements, l'influence des différentes morphologies sur l'exécution des mouvements et les risques des blessures, les principales blessures et leurs causes. Va tester les mollets tendineux de Sahéliens et les mollets des Tibétains ou des Inuits sur leur capacité à restituer l'énergie cinétique et leur production de chaleur. Il analyse au passage la taille du levier calcanéen de l'arcade plantaire, la proportion du tibia avec le fémur et le corps et aussi leur volume musculaire. Tu vas voir que ce que je dis est juste. Il y a de la matière. Du coup, est-ce que ce que dit Frédéric Delavier est vrai ? On va même aller encore plus loin aujourd'hui, on va parler de l'entièreté du personnage de Frédéric Delavier. On va mettre les mains dans le cambouis. Mais surtout, pensez bien à une chose. Aujourd'hui, mon idée, c'est que vous puissiez vous faire votre propre avis sur Frédéric Delavier. Bien sûr, je ne serai pas objectif, je vais vous dire ce que moi je pense. Mais je suis loin de prétendre avoir la vérité absolue. Et c'est certain que je vais louper certains trucs. Déjà, d'une part, pour pas trop rallonger la vidéo, même si je pense qu'elle sera longue, et en plus parce que il y a des trucs tout simplement que j'ignore. Gardez ça à l'esprit, ça n'est pas une description de la réalité ou un documentaire. Juste une vidéo YouTube. Delavier et la musculation. Partons depuis le début. Delavier est avant tout connu pour son impact cataclysmique sur le monde de la musculation, dont il ne manque pas de se vanter très régulièrement sur ses différents réseaux. Mais qu'est-ce qui rend son travail si unique et spécial dans le rayon ? C'est un excellent dessinateur. Il a été illustrateur pour des magazines américains, mais aussi apparemment pour des revues scientifiques de paléontologie, même si j'ai jamais réussi à trouver un numéro. Déjà doué de base, au lycée, il faisait ce genre d'œuvres, si j'arrive à les retrouver. C'est pas le premier clampin du coin. Il a étudié pendant des années sous la houlette de Jean-François Debord. Et si tu veux voir de quoi il en retourne, tous les cours sont disponibles sur YouTube. D'ailleurs, anecdote, c'est moi qui les avais déterrés dans une publication Insta. Et Delavier ne m'avait bien sûr pas du tout crédité pour cette redécouverte, sachant que je l'avais tagué sur la publication. En vrai, ça fait le type super aigri et tout qui en veut à Delavier au niveau de ça. Mais c'est pas vraiment ça le blême, c'est plutôt que c'est une habitude de rien citer chez Delavier, et on y reviendra. Deuxième aspect de son impact sur la musculation, il a compris intuitivement un nombre de choses remarquables, comme le matching neuromécanique ou même le rôle des tendons au niveau de la restitution d'énergie. Mais la chose pour laquelle il est le plus connu, c'est l'influence de la morphologie et de la longueur des leviers osseux sur les performances et les blessures sportives, c'est important. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo et ce que je vais te dire maintenant ne sera qu'un avis
très résumé de ce que j'ai expliqué là-bas. En gros, le truc à retenir, c'est que Delavier est très loin d'être mauvais pour deviner des choses. Il a même du génie pour ça. Cependant, il manque de méthode. Et pas qu'un peu. Or, comme le dit si bien Bertrand Russell dans Mysticisme et logique, l'intuition non testée et non supportée par des faits n'est qu'insuffisamment garante de vérité. Et ouais, je cite du Russell, que veux-tu? Tu vois, je suis sûr qu'on a un peu tous eu le même problème au collège quand on a appris à faire des démonstrations mathématiques. On a regardé notre prof de maths presque avec dédain et on lui a dit « Mais moi je connais déjà le résultat, hein, je te le marque et voilà, pas besoin de démonstration. » Sauf que le prof en fait, il était pas con. Il nous faisait faire des problèmes qu'on pouvait facilement résoudre d'instinct. Comme ça, on s'entraînait à faire des démonstrations pour quand ce serait plus dur. Et ça avait un autre intérêt en fait. Être sûr que tu es raisonné de la bonne façon. Et c'est pas pour tous nous formater à une pensée unique ou je sais pas trop quoi du même style. Non, c'est juste que comme ça, il s'assurait que tu aies utilisé ta logique et que tu aies bien compris. Sauf que Delavier, à mes yeux, il en est resté à ce stade-là, de la solution sans la démonstration. Tu veux une preuve peut-être? Trouve-moi une seule source dans son bouquin où il parle d'évolution, de blessures sportives, de morphologie. Une seule! C'est le seul livre de sport qui se veut un peu scientifique que je connaisse où il n'y ait même pas une bibliographie. Genre, regarde, je te montre. Il n'y a rien. À la fin du livre, il n'y a rien. Il n'y a pas de biblio. Il n'y a pas de référence. J'ai d'ailleurs jamais vu ça de ma vie, en fait. Même dans des livres d'anatomie artistique, il y en a. Regarde, ça c'est un livre de Michel Lauricella. Donc lui, il n'a pas du tout la prétention de t'expliquer des trucs sur la vie ou la science ou quoi. Et il a fait un bouquin d'anatomie. D'accord? Un bouquin d'anatomie pour les artistes. Ok, on va regarder à la fin. Hop là. Ah bah tiens. Ressources. Il y a une page ressources. Je sais pas si tu la vois bien, je vais la mettre à côté de mon visage. Ressources. D'accord? Alors, il cite que 6 livres. Mais ça reste déjà mieux que 0. Voilà. Je sais pas si tu te rends bien compte de l'énormité du truc. Tout ce qu'il y a écrit dans ce bouquin de Delavier, c'est juste parce que c'est sorti de son crâne. Et puis voilà. Tu veux vérifier? Tu veux pas croire quelqu'un sur parole? Bah t'avais qu'à en connaître autant que lui, gros débile. Là où il est malin, c'est qu'il fait ça dans un domaine dont l'essentiel des gens se moquent éperdument. Va dire des conneries sur la biologie, la médecine ou même l'astronomie. Fais un traité qui parle de ça sans citer de source. Tu seras sûr qu'une armée de zététiciens vont te tomber dessus dardard. Pour la physiologie du sport en revanche, tout le monde s'en balèque. C'est simple, je suis le seul à ma connaissance à faire ce que je fais sur le YouTube francophone de façon rigoureuse. Ouais, parce que quand même sur d'autres plateformes, il y en a, sur Insta notamment. Mais c'est quand même pas hyper nombreux non plus. Et d'ailleurs, dès que je vais dire aux sceptiques « Hey, j'existe !» ils me répondent généralement « Ouais, cool pour toi !» Ouais, non, bon, j'abuse, il y en a quelques-uns et je les remercie qui me soutiennent. Mais c'est quand même pas la majorité. L'essentiel en a pas grand-chose à faire et ne se saisit pas de ce genre de problème. Oh mon Dieu, mais il aurait raison. Je suis un prof aigri. Bref, les sources, il s'en fout. Mais pire en fait, il m'a déjà dit, sans broncher, qu'il avait embauché quelqu'un pour se charger de lui trouver des sources après qu'il ait dit des trucs. En pensée critique, on appelle ça un biais de confirmation. On peut toujours trouver un truc qui va dans notre sens a posteriori. C'est facile, à partir du moment où on éclipse tous les autres. Et je pense que ça vient d'un énorme boulard. Un boulard gigantesque, stratosphérique, cosmique. Un boulard qui doit dépasser la taille de l'univers observable. Tu veux dire comme toi? Hélas, je dois ici m'avouer vaincu. Sa tête est bien plus imposante que mes rêves de grandeur les plus fous. La preuve se trouve juste ici, sur le screen de la discussion qui a valu mon bannissement. Selon Delavier, son bouquin ne compte aucune erreur. Je te laisse digérer ça 2 secondes. Delavier est convaincu qu'absolument rien de ce qu'il a écrit dedans ne sera jamais considéré comme faux, sans se fonder sur quoi que ce soit d'autre que lui-même pour l'affirmer. Ça va même plus loin si on analyse 2 secondes, car ça sous-entendrait que depuis sa première édition, ce livre ne contient aucune erreur. Je dis ça parce que j'en ai possédé 3 des éditions du livre de Delavier. Et il ne fait que rajouter, qu'augmenter. Il n'enlève rien, à ma connaissance, et encore une fois, moi j'avoue me tromper. Donc si ça se trouve, si il a enlevé des trucs.
Mais encore une fois, à ma connaissance, j'ai jamais vu une ligne d'enlevé dans son bouquin. Sachant que la première édition est sortie en 98, ça fait donc 25 ans non-stop que Delavier ne s'est pas trompé au sujet de la muscu. Et il n'a pas rien dit ou peu de choses, parce que c'est sûr que mon grand-père, ouais, ça fait 70 ans non-stop qu'il ne se trompe pas sur la musculation. C'est simple, il a jamais rien dit dessus. Delavier mérite donc véritablement son surnom qu'il apprécie au point d'en avoir une photo de profil Facebook dérivée ou d'assumer un autoportrait de lui en ange. Oui, je parle bien de Dieu Lavier. Enfin, à condition bien sûr qu'il soit capable d'une telle prouesse. Bon, désolé de casser le mythe, mais en fait, si, il se trompe, et à plusieurs endroits. Dès qu'il parle d'étirement par exemple. Voici quelques passages. Page 196. En musculation, les mouvements de stretching ont pour principale fonction d'égaliser les tensions des fibres musculaires à l'intérieur du muscle et de limiter les risques de blessures. Avec des charges importantes, si la tension des fibres musculaires à l'intérieur d'un muscle n'est pas homogène, ce sont les fibres les plus tendues qui risqueront de se déchirer. Il est donc conseillé de réaliser en début de séance, entre les premières séries d'échauffement, quelques exercices d'étirement spécifiques au groupe musculaire travaillé. Les mouvements de stretching doivent toujours être réalisés avec douceur et modération pour préserver les articulations et éviter les étirements ligamentaires excessifs, qui risqueraient de déstabiliser les articulations et de générer des pathologies inflammatoires. Et le fait que ça, c'est totalement ou en partie faux, on le sait depuis des années. C'est dommage quand même de continuer à propager de la désinformation quand il suffit d'une simple recherche PubMed pour être fixé. Pour te la faire simple, on ne trouve aucun bénéfice au niveau du stretching et des blessures. Voire, d'ailleurs, il est préférable de faire des étirements rapides dans l'échauffement, mais on peut aussi s'attarder sur sa vision dépassée des hernies, du dos arrondi, etc. Page 176. Que ce soit au soulevé de terre ou au squat, il est important pour limiter les risques de blessures au niveau lombaire de ne jamais arrondir le dos. Quel que soit le mouvement, dès qu'il s'exécute avec une charge importante, il est primordial d'effectuer un blocage. En gonflant la poitrine par une inspiration profonde et en bloquant la respiration, on remplit les poumons à la façon d'un ballon, ce qui rigidifie la cage thoracique et empêche le haut du buste de s'incliner vers l'avant. En contractant l'ensemble des muscles abdominaux, on rigidifie le ventre tout en augmentant la pression intra-abdominale, ce qui empêche le buste de s'affaisser vers l'avant. Enfin, en cambrant le bas du dos par une contraction des muscles lombaires, on place le bas de la colonne vertébrale en extension. Ces trois actions simultanées, que l'on appelle blocage, ont pour fonction d'éviter l'arrondissement du dos ou flexion vertébrale, position qui, avec des charges lourdes, prédispose à l'apparition de la hernie discale. Je vais pas rentrer en détail là-dessus parce que j'y ai déjà consacré plusieurs vidéos. Et je te conseille aussi, du coup, une chaîne qui se spécialise dans le dos, qui est celle de mon ami Pierrelli, et que je trouve très bien parce que lui, il cite ses références. Bref, Delavier n'est pas infaillible et je sais que ça va faire un choc à certains. Car quand je l'ai dit la première fois, je me suis déjà reçu un tollé. Et c'est très important de le comprendre, car il a ensuite construit tout son personnage autour de sa prétendue exactitude sur le sujet de la musculation, que je remettais en question sur le post Facebook. Pour être très précis et afin que la question soit résolue, je disais que Delavier accordait une importance disproportionnée au rôle des leviers dans la performance et les blessures au niveau de la musculation. Sans rire, qui pourrait me dire, hormis lui, sans trembler des genoux, que la morpho-anatomie n'est pas son fonds de commerce. D'ailleurs, il est capital pour lui d'être reconnu et adulé pour son travail à ce niveau. Et tu vas comprendre pourquoi juste après. La galaxie des susboules. Autour de l'astre de Delavier gravitent, non pas comme dans notre système solaire, des planètes, mais un conglomérat d'astéroïdes. Ils sont attirés par une chose en particulier, l'autorité. J'en ai déjà parlé précédemment sur la chaîne et décidément je me rends compte que j'ai déjà fait un tas de vidéos. Mais enfin bon, bref, c'est très relaxant pour certaines personnes d'avoir une autorité à laquelle déléguer tout un tas de choses, notamment à qui se fier. Beaucoup trouvent cela épuisant que de devoir toujours douter, rechercher, se remettre en question. Alors quand on leur dit « ce bonhomme-là, il a tout compris », ou qu'encore mieux, ils réussissent à s'en convaincre eux-mêmes, ça les apaise et ils seraient prêts à aller jusqu'au bout du monde derrière lui. Un argument massue pour les convaincre, notamment utilisé par la droite YouTube, telle que je me plais à les appeler, c'est « je suis suivi par un maximum de personnes, donc ça veut dire que mon avis doit valoir quelque chose ». Si plein de gens écoutent, c'est que ça doit être bien. Après tout, on peut pas être autant à se tromper. Pour rappel, on estime le nombre de scientologues à environ 50 000 dans le monde. Et ils disent des trucs aussi crédibles que, il y a 75 millions d'années, lorsque la planète Terre, alors appelée
Tigash faisait partie d'une confédération de 90 planètes sous la direction d'un dirigeant tyrannique nommé Xenu, ce dernier a décidé de prendre des mesures radicales pour résoudre le problème de surpopulation. Des êtres ont été capturés sur Terre et sur d'autres planètes et envoyés vers au moins 10 volcans sur Terre. Des bombes H bien plus puissantes que toutes celles qui existent aujourd'hui ont été larguées sur ces volcans, détruisant les gens mais libérant leurs esprits, appelés tétanes, qui se sont attachés les uns aux autres en grappe. Après les explosions nucléaires, les tétanes ont été piégés dans un composé d'alcool et de glycol gelé. Et pendant 36 jours, Xenu leur a implanté les graines d'un comportement aberrant pour les générations à venir. Lorsque les gens meurent, ces grappes s'attachent à d'autres humains et continuent à se perpétuer. Ça, environ 50 000 personnes y croient dur comme fer. Alors imaginez quand on raconte des trucs qui semblent plus crédibles et qui en plus font plaisir aux personnes qui nous écoutent. Vous avez la recette de tout parti politique qui se respecte, mais là n'est pas la question. Delavier donc joue à fond la carte de la popularité. Rendez-vous compte, c'est l'auteur de musculation le plus vendu au monde. Certainement pas à cause de ses dessins d'une qualité exceptionnelle donnant envie à tout un chacun, moi compris, de les acheter. Non. C'est bien sûr car il est le seul être humain à ma connaissance et depuis le début de l'univers à ne s'être jamais trompé une seule fois en 25 ans. Ben voyons. Et ça, ce que j'appelle affectueusement les susboules, adorent. Ils vivent dans une relation symbiotique. Delavier se reposant sur eux pour étendre son influence et illustrer son précieux ego, et eux s'émerveillant de voir qu'ils peuvent lui parler, le congratuler, lui demander des interviews. Il répond présent à toutes les sollicitations qui le mettent en avant de près ou de loin. Qu'est-ce qui se passe quand tu es adulé, adoré, que tu as du succès après des années de galère dans ton art? Tu prends la conf. Et on peut dire que Delavier ne l'a pas prise à moitié. Il s'est improvisé philosophe. Et s'il vous plaît, pas n'importe lequel, évidemment le plus grand de tous les temps. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai pas retrouvé l'extrait où il le dit. Mais je sais qu'il l'a dit. Et pire, est-ce que ça vous surprend vraiment qu'il l'ait dit? Pour asseoir cette grandeur, il s'est fendu d'un ouvrage d'aphorismes, baptisé sobrement L'éveil des consciences, où il joue le rôle de sauveur de l'humanité. Évidemment. Pourquoi Delavier ne fait pas de la vraie philosophie? Prépare-toi, ça va être la partie chiante de la vidéo. Je suis désolé, on est obligé d'en passer par là pour mieux comprendre. Philosophie veut dire amour de la connaissance. C'est une noble discipline qui jongle avec des concepts dans le but de les rendre plus facilement appréhendables par le reste de l'humanité. Certaines personnes disent que la plupart des grands philosophes des époques passées seraient de nos jours plutôt neuroscientifiques. Pour une raison simple, tout l'objet de la philosophie est d'appliquer un raisonnement le plus logique et le plus rigoureux possible à des domaines dont nous ne savons quasi rien, voire rien quelquefois. Et dès qu'on arrive dans le concret dans ces domaines, qu'on peut tester des hypothèses sur le terrain, alors la philosophie disparaît et elle laisse la place à la science. Bien sûr, je schématise et nombre de professeurs de philosophie ne manqueront pas de me reprendre en commentaire ou de compléter la vidéo. C'est interactif, vous êtes là aussi pour commenter, hein. Mais je pense que sur le fond, je ne suis pas si loin de la vérité. Ainsi, par exemple, la généalogie de la morale, selon Nietzsche, est purement une œuvre philosophique. Dans le sens où c'est une explication sur l'origine de la morale actuelle qui ne s'ancre pas sur des réalités biologiques, genre génétique, etc. Mais c'est plutôt une démonstration par une succession d'implications qui se tiennent. Certains écrits philosophiques sont amenés à devenir caducs ou à se confirmer au fur et à mesure que nos méthodes d'analyse progressent. La vision philosophique de l'esprit humain, selon Freud, menant à la psychanalyse, se fait aujourd'hui de plus en plus démonter la gueule. Peut-être que demain, la généalogie de la morale nietzschéenne subira le même sort. Ou alors, peut-être qu'elle sera portée au nu vis-à-vis de ce qu'on sait sur le cerveau humain. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à leur époque, celle de Freud comme de Nietzsche, les données factuelles sur les sujets sur lesquels ils philosophaient n'existait pas. Mais Frédéric Delavier, lui, a une approche totalement différente. Dans la plupart des cas, les données existent. Il en a juste rien à foutre. Tu veux des exemples? En voici que j'ai trouvé dans son livre que j'ai dû acheter pour l'occasion. Pourquoi les hommes ont des plus gros cerveaux que les femmes? Page 191. Si les hommes ont globalement des plus gros cerveaux que les femmes, c'est que l'évolution humaine façonnée par les contraintes du milieu entraîna un partage des tâches entre hommes et femmes qui confina pendant des centaines de milliers d'années chacun des sexes dans des fonctions très différentes. Avec l'entrée en savane de nos ancêtres devenus bipèdes, les femelles avec leurs petits dans les bras se retrouvèrent extrêmement vulnérables face aux nombreux prédateurs qui arpentaient à la recherche de proies ces vastes étendues herbeuses.
Les femelles furent donc obligées, pour échapper aux prédateurs et survivre, de ne pas s'éloigner des arbres qui leur servaient de refuge, et où elles montaient rapidement avec leurs petits dans les bras, à la moindre alerte et au moindre danger. Dans ces conditions, le rôle de la femme se cantonnait donc à allaiter, protéger et éduquer des petits à la croissance lente, qui restaient longtemps dépendants de leur mère. Les femelles avec leurs petits dépendant énergétiquement de ce que leur rapportaient les mâles qui de leur côté allaient en groupe organisés à la recherche de nourriture et en rapportant aux femelles, aux enfants, aux vieux et parfois aux handicapés, restaient en sécurité près des abris, près des arbres. Ce partage des tâches, qui débuta donc dès l'entrée en savane de nos lointains ancêtres, fut tellement efficace pour la survie et la croissance de l'humanité qu'il perdura jusqu'à aujourd'hui. Le partage des tâches dont le but fut la survie du groupe est à l'origine de grandes différences de mentalité que l'on peut percevoir entre les hommes et les femmes, de la différence marquée de leur intelligence respective et de la taille de leur cerveau. Sans rentrer dans des notions fausses de supériorité et d'infériorité, tout chez l'humain, qui est l'animal social par excellence, est complémentarité et partage des tâches entre individus, mais aussi entre sexes. Il est donc fondamental pour comprendre l'humanité d'étudier la façon dont les sexes abordent différemment le monde et s'y adaptent. Si les mâles de notre espèce ont un cerveau notablement plus volumineux que celui des femelles, globalement pour les hommes modernes il est 10% plus gros que celui des femelles, c'est que la fonction de chasseur des hommes et de collecteur d'énergie pour les femmes et les enfants les obligeait à s'interroger en groupe sur le fonctionnement du monde afin de le maîtriser et de le conquérir pour en rapporter l'énergie. La survie de tout le groupe dépendait donc prioritairement de la capacité des mâles à analyser le monde et à s'interroger sur son fonctionnement dans le seul but de le conquérir par l'action et d'en rapporter l'énergie. Les hommes développèrent donc de puissantes capacités cognitives et cette mentalité profondément masculine qui est par l'interrogation et l'analyse de rechercher à comprendre les mécanismes du monde, façon de penser typiquement masculine que l'on peut définir par la philosophie, qui n'est en réalité qu'une façon d'optimiser la quête et la conservation énergétique par l'analyse du monde en vue d'actions préméditées de prédation ou plus rarement d'échange. Longue phrase. Au cours de l'évolution de notre lignée, la propension à l'interrogation et à l'analyse de nos ancêtres masculins pour résoudre des problèmes d'acquisition et de conservation énergétique favorisa la sélection des individus aux cerveaux les plus volumineux, c'est-à-dire les cerveaux ayant le plus de neurones, ce que l'on nomme la matière grise, donc potentiellement la capacité par le vécu d'emmagasiner un maximum de faits marquants dans la mémoire, et ainsi de générer un maximum de connexions entre neurones dans de la matière blanche pour faciliter les raisonnements par association, afin d'analyser le milieu et d'anticiper les actions permettant par cette analyse et cette préméditation de transformer l'homme en le prédateur et le colonisateur le plus efficace que la Terre ait porté. Si les femmes n'ont pas globalement un aussi gros cerveau que les hommes, ce n'est pas qu'elles soient plus bêtes, mais c'est plutôt que par le principe d'économie énergétique régissant toute forme de vie et toutes les fonctions vitales, un cerveau qui est par ses analyses un grand consommateur d'énergie et d'oxygène. Celui des femmes n'ayant pas, comme celui des hommes, à s'interroger sur le monde afin de le maîtriser pour en rapporter l'énergie, l'évolution n'a donc pas globalement sélectionné chez elles les cerveaux les plus volumineux, capables de réflexion les plus poussées, pour résoudre les problèmes de quête et de conservation énergétique les plus complexes. Alors elles sont pas cons les femmes, mais quand même un peu du coup, selon lui. Alors le cerveau des hommes est majoritairement adapté à l'interrogation et à l'analyse afin de maîtriser le monde pour y chercher l'énergie, ou pour la conserver. Celui des femmes n'a pas globalement fonction de s'interroger et d'analyser le monde pour résoudre des problèmes, mais a plutôt pour fonction d'apprendre ce qu'il entend sur le monde, de ce que lui rapportent les individus sur des aventures vécues afin de restituer par le commérage toutes ces informations à la communauté pour l'informer, mais aussi d'apprendre aux enfants restant près des mères dans la chaleur du foyer les dangers du monde et les merveilles que celui-ci peut offrir. Cet enseignement oral retransmis par les mères aux jeunes enfants a aussi pour fonction de leur apprendre la morale et la valeur du bien et du mal afin de les préparer à affronter la vie et de les socialiser pour qu'ils puissent survivre et s'épanouir dans une humanité extrêmement complexe. Ces différences d'ordre génétique entre les sexes dans le développement, la structuration et la taille du cerveau ont d'ailleurs des répercussions dans la mortalité des nourrissons. En effet, jusqu'à 1 an, le taux de mortalité est 20% supérieur chez les garçons. Ceci étant en partie dû à la plus grande taille de leurs encéphales qui, consommant parfois trop d'énergie et d'oxygène que le métabolisme de leur corps ne peut leur fournir, génèrent des carences et des altérations dans le fonctionnement du cerveau, entraînant des dégradations des fonctions vitales pouvant mener à la mort du nourrisson ou du bébé. En conclusion, si les hommes ont un plus
plus gros cerveau que les femmes, c'est qu'ils sont programmés pour s'interroger sur le monde et l'analyser pour le conquérir et aller y chercher l'énergie pour eux, ainsi que pour les femmes et leurs enfants, fonction prédatrice demandant un grand nombre de neurones et de connexions neuronales leur permettant d'être performants dans la conquête du monde, mais aussi de s'affirmer dans le groupe pour y survivre et transmettre la vie. Il est bon de signaler que même si la taille du cerveau est un atout fondamental pour le développement de l'intelligence humaine, sans une bonne éducation et une confrontation heureuse, il n'en sortira rien de bien. Le cerveau étant un organe extrêmement malléable, un petit cerveau intelligemment rempli par une bonne éducation ira bien plus loin dans l'analyse et la réflexion qu'un gros cerveau laissé à lui-même sans éducation ou perverti par un milieu destructeur. Donc si on retient bien, les hommes ont un cerveau plus gros parce que ce sont de meilleurs analystes, et les femmes, il est plus petit parce que ce sont juste des commères, voilà, hein, c'est comme ça. Leur cerveau n'a pas une bonne capacité d'analyse. Dans ta gueule, Marie Curie. C'est dommage, parce qu'une fois rapporté à la taille globale du corps, en fait, la taille des cerveaux est équivalente. Et oui, les hommes sont globalement plus grands que les femmes. Alors, oui, c'est un dimorphisme sexuel dont on pourrait débattre. Mais en l'occurrence, la taille du cerveau, il faut la mettre en comparaison avec la taille de l'individu. Donc tout ça se casse un peu la gueule. Je vais pas développer des heures sur les différences entre les cerveaux masculins et féminins. Déjà parce que c'est pas mon domaine et que je n'aurais pas la prétention de m'y lancer sans aucune source. Moi. Mais il existe plein de bons articles de vulgarisation sur le net si jamais tu sais décrypter l'anglais. Sinon, t'as toujours DeepL. Bon, petit aparté rajouté au montage, je sens que ce que je dis là a moyen de faire polémique. Donc on va clarifier les choses tout de suite. Même si ça vient du site de Forbes, qui n'est pas un journal scientifique, ce sont les propos d'une scientifique qui a fait sa thèse apparemment sur le sujet. Il se peut cependant qu'elle se trompe et les sources sont contradictoires. Certaines parlent de différences subsistantes, même quand on met à l'échelle des corps. Ce n'est pas le cœur de mon propos que de parler de ça, car paradoxalement, c'est un bon exemple. Pourquoi je devrais plus croire Delavier que cet article de Forbes? Je ne sais pas, car il ne cite pas sa source. Bon retour à la vidéo. Et puis il ajoute un peu plus loin dans le texte que les nourrissons mâles ont plus de chances de mourir que les femelles parce que leur encéphale demande trop d'énergie, 20% de plus, je sais pas quoi. C'est dommage également, hein, parce que les médecins disent que oui, les nourrissons mâles meurent plus. Parce qu'ils sont trop gros de façon générale, donc plus susceptibles d'être prématurés, ce qui entraîne un tas de complications. Qui croit? Des médecins dont c'est le métier ou Frédéric Delavier le visionnaire? Grand Prince Delavier précise tout de même que les femmes ne sont pas condamnées à être des commères, car il vaut mieux une tête bien remplie qu'une pervertie. Pour le deuxième exemple tiré du livre, je laisserai la parole à Mandax. Après tout, il en a déjà fait l'analyse. Et moi, j'ai un peu la flemme de me taper d'interminables recherches pour montrer que les choses sont plus complexes que ce que décrit Delavier. Si vous ne connaissiez pas la symétrie de Brandolini, je vous conseille d'y jeter un œil. Mais avant ça à rester, c'est le temps de Mandax. Par exemple, les poils blancs des vieux. Les poils blancs, alors avec l'âge, nos poils blanchissent. Ce phénomène biologique de dégénérescence a de nombreux avantages évolutifs. Il permet d'indiquer dans nos relations sociales la fragilité physique et l'infertilité, mais aussi, chose fondamentale, le savoir accumulé par le vécu. On évite donc d'une façon inconsciente et culturelle de rechercher les vieux blanchis pour des fonctions qui ne peuvent plus tenir, tout en les recherchant prioritairement pour d'autres comme l'enseignement de la connaissance qu'ils ont accumulée, ce qui génère un gain de temps et d'énergie fondamental au bon fonctionnement du groupe. Et cette histoire, elle est parfaitement cohérente, elle a du sens, soit, mais il oublie qu'en fait, si c'était vrai, il suffirait de se teindre les cheveux en blanc pour avoir l'air intelligent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on se fie aux gens vieux, c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, on se fie aux gens qui sont là depuis longtemps. C'est le paramètre important, c'est que les gens qui sont vieux, on a eu le temps de voir s'ils étaient compétents. D'ailleurs, on a des vieux cons, hein, ça arrive aussi. Donc, cette idée que le cheveu blanc serait un signal n'est pas une idée absurde, mais avant de la raconter comme ça exige de tester l'hypothèse. Et moi, j'ai plein d'autres hypothèses qui marchent au moins aussi bien pour dire pourquoi est-ce que les gens âgés, on se tourne vers eux. Il y a des civilisations chez lesquelles les vieux meurent et on n'en veut pas. Chez certains, j'ai oublié dans quel continent, mais voilà, c'est que les jeunes, et dès qu'on est un peu vieux et qu'on peut plus se déplacer, il faut mourir. Il y a des pays, au contraire, l'âge est très révéré pour plein de raisons, mais c'est sans doute pas lié, à ma connaissance, à la couleur des cheveux. Comment peut-on se prétendre philosophe, personne aimant la connaissance, quand on s'en bat les roubignoles?
totale de dire des choses justes au point où on vérifie même pas les infos avant de les publier. Franchement, tu peux mieux dépenser 34 € que pour un livre qui a 0 bibliographie, encore une fois. Oui. Pas de biblio, hein, bien sûr, il n'y en a pas. Hein. Voilà, on va regarder. Hein. Référence 0. Si tu veux apprendre sur le sport, par exemple, avec ce budget ou moins, j'ai fait des listes de livres là où il y a des sources. Pour en revenir à notre ami, il possède une autre caractéristique qui m'embête d'un point de vue philosophique. Car en plus de le faire plonger dans la théologie, elle moule sa vision du monde, de sorte que ses suiveurs et lui puissent s'engager sur des voies un peu effrayantes. Delavier est un finaliste assumé. Pour lui, tout devait mener à l'émergence de la vie. L'univers est conçu pour la vie. C'est ça, être finaliste. C'est-à-dire que se dire qu'il y a un but à l'univers, à l'existence elle-même. D'ailleurs, peut-être que ce but, pour lui, c'était le fait qu'il existe. Ainsi comme les choses possèdent des raisons d'être, eh bien, elles ont des fonctions. Cela se reflète d'ailleurs dans le vocabulaire qu'il emploie pour parler du monde de façon générale. Pour lui, tout semble avoir une utilité innée, intrinsèque. Il n'y a qu'à la découvrir. Si on se contentait d'une seule de ces fonctions pour chaque objet de façon individuelle, ou chaque individu de façon individuelle aussi du coup, alors ça pourrait s'apparenter à une forme de déterminisme, à savoir que finalement toute notre vie, toutes nos actions sont conditionnées par ce qui arrive avant. Et ça, j'y verrais pas trop de problème. J'aime beaucoup Spinoza par exemple. Pourquoi ça me poserait pas de problème? Parce que si on considère les choses encore une fois d'un point de vue individuel, alors on peut pas savoir par avance à quoi va servir telle ou telle chose, tel ou tel être humain. En tout cas, on va le découvrir au fur et à mesure. Et donc, c'est pas fixé, figé dans le marbre. Mais ici, ça n'est pas ça. Ici, n'importe quel état. Si tu es un homme, une femme, que tu as la peau sombre, les cheveux crépus, tout ça, ça a un but. Cela conduit généralement au fait de dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises façons d'être. Bah oui, si une chose a une fonction, l'utiliser pour une autre fonction, bah c'est pas bien. C'est mal. Et deuxièmement, cela découlant du premier point, en réalité, une fois que tu as trouvé la fonction de quelque chose, tu n'as pas besoin d'être curieux dessus. Tu l'as saisi, tu sais, et puis c'est tout. Pour ne pas mener de faux procès à Delavier, je n'ai pas l'impression que ce soit son cas à lui en particulier. Je pense qu'il cherche plutôt à comprendre et à classifier les phénomènes émergents. Et que si quelque chose se met à différer de la norme, il aura plutôt tendance à vouloir comprendre ce que c'est et pourquoi. Ça, du coup, à différencier du fait de dire que c'est mal. Lui, il va plutôt chercher à comprendre, pas dire que c'est mal directement. En revanche, le nombre de personnes que j'ai vues utiliser ces textes avec cette espèce d'approche fonctionnaliste, il est grand. En tout cas, il est plus grand que ce que j'aurais voulu. Et ça, je pense que du coup, c'est attribuable à son finalisme. Nous reviendrons plus tard en détail sur le fonctionnalisme. Bref, en réalité, à mes yeux, Delavier est plutôt autophile que philosophe. Ce qu'il importe, ça n'est pas de propager la vérité, c'est plutôt de gagner en crédit et en nombre de suiveurs vis-à-vis de ce qu'il pense être vrai. C'est finalement qu'on confirme sa vision du monde. Pour te donner encore une autre perspective, je surnomme Delavier le philosophe de la pleurniche. Un grand nombre de ses aphorismes, en particulier ceux qu'il partage sur les réseaux sociaux, sont une façon détournée de se plaindre ou de justifier un comportement qui paraît immoral à d'autres. Conseil au jeune homme découvrant la vie. Méfie-toi du père car parfois il désirera détruire son fils voyant une concurrence virile en lui. Méfie-toi de la mère car elle voudra parfois castrer son fils pour que celui-ci ne la quitte pas pour une autre femme. Méfie-toi de la fratrie, ils désireront parfois t'anéantir pour éliminer la concurrence calorique que tu représentes et récupérer les biens et l'attention protectrice des parents. Méfie-toi de tes amis car ils pourront parfois te trahir et essayer de te voler et parfois même essayer de t'anéantir pour récupérer ce que tu possèdes. Méfie-toi enfin de toi-même car si le monde est dur et les hommes terribles, il ne faut pas que tu sombres dans la haine des hommes et la vengeance stérile, venant ainsi grossir la masse de tous ces hommes perdus et détruits par la souffrance qui font du monde un enfer pour leurs semblables. Malgré tout ce que tu endureras, conserve ta pureté, pardonne et brille par ta droiture pour guider les hommes de ton exemple. Et si le monde te paraît perdu, si tu restes pur et droit, le monde est sauvé car il brille en toi. Celui-là est magique. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi il se plaint de sa propre vie de façon à peine voilée et qu'il se jette des lauriers en même temps? Lui, homme pur qui pardonne et qui brille. Quelle pureté et pardon d'ailleurs de m'avoir banni de sa page Facebook alors que c'est lui qui avait été insultant envers moi. Mais bon, certains me diront « Mais non, tu exagères, ça se voit bien qu'il ne se plaint pas et qu'il essaye d'aider les gens. » Sur la modestie.
Il était tellement modeste et discret qu'il est mort sans que personne ne s'aperçoive qu'il avait d'immenses qualités à offrir au monde. En France, la culture de la modestie tue dans l'œuf des talents qui auraient pu apporter tant de choses au monde. C'est un véritable blasphème et une volonté sournoise de l'oligarchie d'imprimer dans l'éducation des castes inférieures cette modestie maladive, pour empêcher toute montée sociale par la peur d'oser briller en osant montrer ses qualités et ainsi maintenir la caste dirigeante au pouvoir en éliminant la concurrence potentielle. Si du plus profond de ton cœur tu penses avoir des qualités à offrir au monde, crie-le haut et fort sur tous les toits pour les faire briller et éclairer le monde avant de t'éteindre. Au diable la modestie, que brille l'homme et ses qualités. Et ça n'est pas une façon directe de répondre aux accusations, qui me semble justifiée, de boulards qui se mesurent en années-lumière. Juger un homme sur ses fautes d'orthographe, c'est très grave, c'est même criminel. Ça peut briser des hommes qui auraient pu donner tant à l'humanité. C'est du meurtre spirituel. Oublier un H orthographe ou écrire éléphant avec un F à la place de PH ne change pas fondamentalement la compréhension de ce qui est exprimé. Et pourtant des hommes tous les jours sont jugés pour cela, idiots, paresseux ou impolis. Les juges méritent de se faire démonter la mâchoire ou casser le nez. Je suis désolé, mais ils le méritent pour meurtre spirituel. Il faut tenter d'améliorer son orthographe, je ne dis pas le contraire, mais certains font des fautes comme d'autres boitent, et un boiteux n'en est pas pour autant un idiot, comme un bec d'ailleurs. Donc c'est bien plus grave de railler un type qui fait des fautes d'orthographe que de s'opposer à une vérité qu'on croit fausse. L'un, c'est un meurtre, l'autre, juste une erreur de jugement. Comme c'est pratique de dire que c'est criminel de juger l'orthographe quand on est soi-même pas très bon en orthographe. Finissons avec le plus marquant. Diriger les esclaves et les moutons. Pour les maîtres du monde, les intérêts énergétiques sont les intérêts supérieurs. L'énergie étant l'essence même du monde et la source de toute chose et de toute vie, et surtout de la leur. Quant aux autres, les esclaves et les moutons, éduqués à la bêtise et à l'obéissance aveugle au dogme, ils croient que l'essentiel ici-bas sont les grandes idées abstraites qu'on leur enfonce dans la tête depuis leur enfance par le biais des systèmes éducatifs et des médias créés et possédés par les maîtres. Ainsi, les maîtres pragmatiques, éduqués à la vérité énergétique du monde, les manipulent par l'émotion en les dirigeant par la haine de l'autre ou l'amour de grandes idées abstraites, les guidant où ils veulent, en leur faisant croire qu'ils agissent contre le mal, pour l'honneur, pour la liberté, pour le bien commun ou pour un monde meilleur, alors qu'ils n'agissent le plus souvent que pour les intérêts et la survie de leur maître. Ici c'est un beau combo des deux, mais il faut comprendre le contexte. En ne se pliant pas au dogme qu'on lui aurait inculqué, Delavier justifie le fait, par exemple, de ne pas citer ses sources, ou de ne pas être très rigoureux, de se justifier comme on voudrait méchamment, et aussi pour le réduire, lui imposer. Tu vois le côté pleurniche de « on veut m'imposer un dogme » couplé à celui de « je me rebelle, je ne suis pas un mouton », mais poursuivons l'analyse. Il n'est pas un maître pour autant, car il ne se compte pas là-dedans. Non, lui c'est bien sûr un homme libre qui veut être ton libérateur. Comme écrit sur le livre, oui, Delavier se polit le champignon dès qu'il en a l'occasion. Car après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout quand soi-même, c'est Delavier. Je vais te poser une question. N'y a-t-il pas pire maître que celui qui dit vouloir te libérer en te fiant à sa parole sans jamais pouvoir vérifier ce qu'il raconte? Ce qui serait par exemple possible grâce à tout hasard à des sources. Parce qu'en vrai, on rigole, mais c'est vraiment pas mon genre de casser du sucre sur le dos des gens. Je suis quelqu'un qui croit en l'humanité. Profondément. Je pense que condamner quelqu'un à se taire pour ses actes, c'est ne jamais lui donner l'option de se racheter. Bref, j'ai la conviction, peut-être naïve, que tout le monde est sauvable. Mais là, Delavier fait du mal et je pèse mes mots. Parce qu'il s'est entiché du sujet des relations homme-femme depuis un sacré paquet de temps. Probablement parce qu'il a connu des galères amoureuses et qu'il est maintenant avec une femme d'à peu près la moitié de son âge, voire beaucoup moins en fait. Donc du coup, comme d'habitude, en se fondant sur son expérience personnelle, il doit avoir des conseils de ouf à donner. Toujours est-il que ce ne serait pas un problème s'il se contentait de petites choses anodines. Mais là non, il prétend pouvoir percer la personnalité de la femme et tout ce qui l'entoure. Je le rappelle, encore une fois, sans aucune autre ressource que son expérience personnelle. Pour que tu prennes la mesure d'à quel point c'est dérangeant, il faut que je te lise certains autres de ses aphorismes. La souffrance de la femme moderne. La société promet aux femmes le bonheur grâce à la carrière et à la réussite professionnelle que celle-ci générera, permettant ainsi de les libérer dans la fierté du combat pour l'émancipation de toute dépendance énergétique envers les hommes ou les aides sociales qu'elles auraient pu mendier auprès de l'État. Dans les faits, pour une femme, se lancer dans une course à la réussite limite sérieusement par le temps que cela demande les possibilités de réaliser une relation de couple stable basée sur le partage des tâches afin de fonder une famille. Ainsi, devant l'impossibilité de mener de front une carrière et la vie familiale d'épouse et de mère, bien des femmes décident de se consacrer exclusivement à leur carrière qui malheureusement n'est que rarement une réussite. Le monde du travail étant sans pitié et bâti sur un ordre hiérarchique implacable où la grande majorité obéit et où peu dirigent et encore moins réussissent.
Entraînées dans cette course folle à la carrière, bien des femmes n'ayant pas réussi réalisent trop tard qu'elles sont passées à côté de l'essentiel, c'est-à-dire d'être mères et de ressentir dans leur chair l'accomplissement de ce pourquoi elles étaient programmées, ne leur laissant que leurs yeux pour pleurer devant leur vie vide de sens et stérilisée par une façon de vivre que la société leur aura fait subir en croyant qu'elles l'ont choisie. Sélection génétique à la servitude. Un chien trop agressif avec un taux de testostérone trop élevé, soit on le castre, soit on le tue pour éviter qu'il transmette sa génétique de mâle agressif, impossible à dresser. Il en va de même des hommes qui, pour chercher fortune, montent dans les grandes agglomérations, si ceux-ci sont trop agressifs, par l'effet de leur éducation, mais surtout par la programmation génétique de leur système endocrinien. Ils finiront bien vite sans boulot, clochards ou en prison, situation peu favorable à la transition génétique de leur caractère fougueux, agressif et dominateur. Les femmes préférant se donner aux hommes ayant une certaine stabilité énergétique, c'est-à-dire financière, leur permettant de porter et d'élever leurs petits en toute sécurité. Ainsi, la ville agit sur les hommes des campagnes comme un puissant ami génétique, éliminant les plus agressifs génétiquement, ne laissant se reproduire que les bons petits toutous, prêts à servir comme il le faut leurs maîtres et leurs femmes. L'homme et la femme. L'homme est un philosophe par nature, génétiquement programmé pour s'interroger sur le monde et essayer de le comprendre par l'analyse pour le conquérir et le dominer afin d'en récupérer l'énergie pour vivre et pour redonner cette énergie aux femmes pour qu'elles s'offrent à lui et lui permettent de transmettre la vie. La femme est psychologue par nature, génétiquement programmée pour comprendre ce que désirent les hommes, afin d'utiliser leurs passions et leurs obsessions pour leur soutirer l'énergie nécessaire pour vivre et transmettre la vie. Pendant des millénaires, l'ordre qui s'imposait était celui-ci. L'homme dépendait du monde pour vivre et la femme dépendait de l'homme pour vivre, mais les deux dépendaient l'un de l'autre pour leur transmettre la vie par-delà la mort. Mais les temps changent. Cette structuration de la société humaine a généré deux façons primaires de concevoir le pouvoir. Pour l'homme, le pouvoir est fait pour dominer le monde, lui permettant ainsi d'avoir la femme et de transmettre la vie. Pour la femme, le pouvoir réside juste dans sa capacité à séduire l'homme et à le rendre dépendant afin d'avoir le pouvoir de vivre et transmettre la vie. En résumé, le pouvoir est pour l'homme la conquête du monde pour conquérir les femmes et ainsi transmettre la vie. Pour la femme, le pouvoir étant la conquête de l'homme pour vivre et transmettre la vie. Mais cet ordre s'est progressivement modifié. En Afrique subsaharienne, les femmes sont devenues productrices, ne dépendant plus des hommes pour survivre, dans un milieu par ailleurs devenu moins hostile par l'élimination des prédateurs. Les femmes africaines sont devenues plus indépendantes, pouvant travailler en emportant leurs enfants dans leur quête énergétique. L'homme africain étant réduit au rang de reproducteur et de défenseur du territoire contre les autres hommes. En Europe, les femmes n'ont plus besoin des hommes pour chercher l'énergie indispensable à leur survie. Les statuts étatiques qui prennent en charge le nourrissage et l'éducation des enfants permettent aux femmes de travailler pour pouvoir assouvir leurs rêves de liberté et de consommation. Liberté illusoire qui les décharge de leur rôle de mère pour les enchaîner à leur nouveau rôle de travailleuse productrice. Le grand malaise de nos sociétés occidentales, c'est que si les femmes ont remplacé les hommes dans leur fonction de recherche énergétique, les hommes se retrouvent perdus sans leur fonction initiale qui était de conquérir symboliquement le monde pour accéder aux femmes. L'homme occidental n'est plus qu'un reproducteur dont les femmes peuvent se passer pour vivre, ce qui est dramatique pour lui car la perte du but rend sa fonction combattante et conquérante obsolète et son fort taux de testostérone inutile dans une vie sans conquête. Le drame de nos sociétés occidentales, c'est que les tâches ne sont plus partagées, que l'État remplace les femmes dans leur rôle d'éducatrice, permettant aux femmes de remplacer les hommes dans leur rôle de producteurs. Les hommes cherchant leur nouvelle fonction dans un monde sans combat. À qui Delavier s'adresse-t-il ici? Bingo! À des gens qui sont désespérés et cherchent des réponses. Et tel un génie du marketing, il a bien sûr toute la base client disponible grâce à ses livres sur la musculation. Bah oui, qui cherche le plus à se carapassonner dans une armure de muscles? L'homme adulte, pleinement confiant dans ses capacités et avec du plomb dans la cervelle? Ou le jeune pas trop sûr de lui de qui on s'est moqué toute sa scolarité durant? Je caricature bien sûr, je suis moi-même un contre-exemple. J'ai commencé la musculation pour m'améliorer dans mon art martial, le kendo. Mais une portion non négligeable de son public est jeune, crédule et en recherche de repères. Tiens, le cœur de cible de la nouvelle droite youtubienne. Une coïncidence? Plus fort encore, il repousse naturellement toutes les personnes un brin rigoureuses, qui sont attachées à la véracité scientifique, en ne proposant jamais aucune source et en restant toujours remarquablement flou dans ses affirmations, continuant à attirer les foules grâce à ses dessins exceptionnels. Je le souligne encore une fois, je ne pense sincèrement même pas que ce soit fait consciemment. C'est juste un entonnoir d'engagement terrifiant. Au centre de chaque galaxie, ne dit-on pas qu'il y a un trou noir supermassif? Ah merde, j'ai oublié d'expliquer en quoi ce qu'il dit est un souci. Revenons en arrière 2 secondes du coup. Le souci en disant des trucs comme ça, en n'ayant aucune autre source que lui-même,
c'est comment est-ce qu'on peut savoir que c'est vrai? C'est pas parce que ça semble évident que c'est nécessairement la vérité. Pour un exemple tout simple, comment on éteint un puits de pétrole qui s'embrase? Ceux qui ne sont pas trop renseignés diront sûrement Faut lui foutre un paquet d'eau dessus. C'est connu. L'eau éteint le feu. raté, ça a même tendance à le rendre encore plus virulent à cause des micro-gouttelettes que cela génère. La solution, c'est d'utiliser de la dynamite. Une explosion de flammes éteint d'autres flammes parce que ça chasse tout l'oxygène et que le feu ne peut pas brûler sans oxygène. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Un peu comme un vaccin qui contient de l'ARN est en fait bien pour lutter contre un virus qui lui-même utilise ton ARN. Bref, il balance des trucs au hasard sans autre justification que sa personne. Comme si c'était la vérité. Mais en faisant ça, les gens vont te croire, Frédéric. Et plutôt que de les libérer, tu vas les soumettre à ta vision des choses. Une vision où l'homme et la femme sont génétiquement programmés pour des rôles. Pas favorisés pour adopter ces rôles. Non. Programmés, ou s'ils ne vivent pas selon ce même programme prédéterminé, alors ils seront malheureux. Les femmes, à la maison, occupez-vous de vos gosses, sinon vous allez déprimer. On suit le programme. Les hommes, accumulez de la richesse et du capital pour sauter de la gueuse. Et n'espérez pas d'amour véritable, les femmes n'en auront de toute façon jamais pour vous. Ouais mais non, t'abuses, tu décontextualises, et en plus, il parle de tendance générale. Je n'ai pas besoin de contextualiser. Un aphorisme, et c'est ce qu'il fait, peut se lire en l'absence de tout autre contexte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les balance de façon indépendante sur ses pages. Et puis sans rire, au bout d'une collection d'exemples tels que je viens de te l'énoncer, tu penses que ma lecture est si biaisée que ça? Quant aux tendances générales, c'est son excuse préférée, son grand truc. Mais en fait, qu'est-ce qui nous dit que ce sont des tendances générales, hormis le surhomme de Lavier? Ah, mince, rien. Parce qu'il n'y a pas de source. Puis-je émettre la suggestion que de son point de vue d'homme unique, Monsieur Delavier ne constitue pas le seul juge de ce qui est une tendance générale. Mais même allez, je vais être méga charitable, considérons que ce soit le cas. Considérons que ce soit une tendance générale. Comment la définit-on? Je vous rappelle qu'au premier tour de la dernière présidentielle, au moment où j'écris ces livres, des calculs ont été effectués et Macron a été élu avec 11% des gens du pays. Ça lui a suffi pour gouverner un pays entier. Pourtant, c'était la tendance générale, hein. Pas convaincu de mon exemple? Mettons une population où 15% est un comportement similaire, et qu'ensuite on ait une myriade de petits groupes qui aient des comportements différents. Comment on dégage une tendance générale? Est-ce qu'on dit que les 15% ont le comportement normal et les autres sont déviants? Parce qu'en vrai, 85% de la population n'est pas normale dans ce cas-là. Oui, le travail de Delavier est vraiment un souci. Moi je prends Delavier comme un libre penseur, hein. Il m'aide à m'interroger sur certains sujets. Mais grand bien te fasse, Jean-Édouard. Je suis sûr que t'es le même genre de gars qui laisse ses enfants croire au Père Noël parce qu'il faut qu'ils aient de la magie dans leur vie. Dans un cas comme dans l'autre, je trouve les deux personnages vivants isolés de la civilisation à l'aura mythique totalement dispensables. Est-ce que tu as vraiment besoin de Delavier pour penser et t'interroger à ta place sur ce genre de sujet? Combien de gens en sont venus à la vraie philo par Delavier? Ou à la recherche en psychologie sur les relations hommes-femmes? De la même façon qu'il n'y a pas besoin de faire croire au Père Noël à son gamin pour qu'il soit émerveillé par des choses, à tout hasard la complexité de la nature, de la science, du cosmos. Delavier n'est qu'un obstacle aux véritables connaissances. Combien de gens m'ont dit « J'ai que les Delavier en bouquin de muscu et il y a besoin de rien d'autre. » Ça me rend triste. Comme le dirait un grand homme, le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais plutôt l'illusion de la connaissance. Certains se demanderont alors pourquoi j'étais ami avec Delavier sur Facebook en première instance. Est-ce que cette vidéo entière ne serait pas une immense œuvre de jalousie et d'envie envers ce dernier, qui émerge parce qu'il m'aurait rejeté, comme une ex-favorite répudiée par son roi? Franchement, bien sûr que j'aimerais avoir son succès et son impact. Faudrait que je sois sacrément hypocrite pour m'en cacher. Mais c'est pas ça qui a motivé mon rapprochement avec Delavier. Voire que je l'invite même sur ma chaîne. Ma cause. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai fait irruption dans le feed game. Et je ne me suis pas fait que des alliés. Ça, non. Le nombre de personnes qui me crachent dessus est hallucinant. Et s'il est vrai que je n'ai pas toujours été tendre avec certains,
J'ai systématiquement proposé un droit de réponse. Toujours été ouvert au dialogue et jamais dans l'insulte gratuite. Sauf une fois au chalet. Et quand ça a été mal interprété, j'ai pas hésité non plus à présenter mes excuses. Non, la vraie raison pour laquelle autant de gens me détestent, c'est parce que je fais un mal de chien à leur business et leur crédibilité. Ces gens-là se foutent royalement de vous apporter de la connaissance, des choses vérifiées, ou même une méthode pour y arriver par vous-même. Non, tout ce qu'ils veulent, c'est devenir vos mentors, vos potes, créer de la confiance, de l'autorité, bref, une relation de dépendance qui les rapprochera de votre porte-monnaie. Je ne diabolise pas l'argent et la volonté de s'en faire. C'est normal de vouloir gagner sa vie. Je pense juste qu'on peut le faire en ayant un minimum d'éthique. Par exemple, en prenant la responsabilité d'essayer de vérifier les infos que l'on partage. Ou au moins qu'on les corrige si jamais on nous le fait remarquer. Voilà la vérité qu'ils veulent faire taire à tout prix quand ils ignorent mes remarques, mes vidéos, ou pire, tentent de me tourner au ridicule par tous les moyens dont ils disposent. Mon objectif est en réalité simple, comme je le dis à toutes les personnes qui me connaissent bien. Contribuer à mon échelle à tirer l'humanité vers la connaissance, vers le mieux. Peu importe à quel point le chemin est ardu et semé d'embûches. Il est très important que vous le gardiez à l'esprit pour comprendre comment j'ai tenté, autant que je le pouvais, de faire mon maximum pour lutter contre la partie de l'influence de Delavier qui est à mes yeux néfaste. Parce que j'estime, pour suivre le personnage depuis un moment, que Frédéric, l'homme, est un bon gars. Peut-être pas dans ses convictions qui sont discutables comme tout un chacun en fait, mais dans ses actes, oui. Je l'ai toujours vu aider et récompenser ceux qu'il considérait comme de bonnes paroles. Je l'ai vu répondre pour pas un rond à ses abonnés, leur accordant du temps et des paroles. Il est toujours disponible, toujours prêt à collaborer, à donner de sa personne. Bien sûr que je pense que c'est probablement, même inconsciemment, pour se mettre en avant. Mais qu'importe, le désintérêt total n'est pas nécessaire pour faire de bonnes actions. J'ai donc tenté, à mon niveau, d'incarner la contradiction de façon calme, mais ferme, sous ses publications. D'être, peut-être de façon bien prétentieuse, une sorte de caillou dans la chaussure de Delavier, dans l'espoir, même infime, que ça finirait par le travailler. Qu'il se dirait Ah, il est pénible à toujours me demander mes sources, de me justifier, voire quelquefois de me contredire. Mais peut-être qu'il a raison en fait, peut-être que je devrais être plus rigoureux. parce que je vois en Delavier une formidable opportunité d'éduquer ceux qui en ont le plus besoin à ces questions. Rendez-vous compte, si le grand ponte de la musculation en France, le chef vénéré de certains, se mettait à promouvoir l'esprit critique et la démarche scientifique, est-ce que ce serait pas un pas de géant? Le poste qui a clos les relations entre lui et moi en sera le témoin. Je n'ai jusqu'au bout que cherché à lui faire prendre conscience que la rigueur, que la méthode était une condition nécessaire à pouvoir faire des affirmations. Mais maintenant, c'est trop tard. Je ne peux plus. Je vous demanderai donc de reprendre le flambeau si vous vous en sentez capable. Allez sous ses publications, et sans insulte, calmement, à chaque fois que vous le pensez nécessaire, demandez-lui ses sources, ses justifications. N'hésitez pas à argumenter en la faveur de ces dernières. Ne soyez pas agressif, ni insultant, mais questionnez-le. Et d'ailleurs, pas qu'avec lui. Faites-le partout, là où il y en a besoin. Je sais bien qu'il est beaucoup plus confortable de rester dans le silence et l'observation. Et pourrais-je véritablement vous en blâmer quand on voit la réactance et l'agressivité à laquelle j'ai à faire face? Mais si même une faible portion d'entre vous s'en saisit et le fait, alors peut-être, je dis bien peut-être, que l'esprit critique pourra reprendre peu à peu du terrain. Je veux bien Gaïs, t'es mignon avec toute ta bonne volonté. Mais qu'est-ce que j'y gagne concrètement, moi, à faire ce que tu me demandes? Je l'admets, je te demande juste de l'abnégation avec bien peu de récompenses tangibles, en définitive. Mais j'ai une autre proposition, peut-être plus attirante. Il existe plusieurs façons de donner moins de poids à l'influence de Delavier. Et une à laquelle j'ai pensé, c'est simplement de proposer des alternatives à son travail. C'est en partie avec cette idée en tête que j'ai lancé ma propre formation sur l'anatomie et les exercices optimaux, ce qui en découle logiquement, ainsi que mes propres posters dédiés à l'anatomie superficielle. Ai-je pour ambition de remplacer tout son travail? Pas du tout, ça fait plus de 25 ans qu'il enrichit son contenu, et je m'inspire moi-même, sans aucun complexe, de ce qu'il accomplit. Je le répète encore une fois, Delavier a du génie, notamment au niveau du dessin. Cependant, j'aimerais qu'il ne soit plus le seul à faire ce genre de choses, qu'on puisse se dire qu'il n'est plus incontournable. Si tu désires faire un don à mon travail, à ma chaîne, pour que je puisse me développer dans ce sens et continuer à t'apporter du contenu supporté scientifiquement avec les heures de recherche que ça implique, et tout ceci en bénéficiant d'une vraie contrepartie, eh bien tu as plein d'options en description. Et à tous ceux qui me diraient Ah mais Gaïs, tu dénonces tous ceux qui sont commerciaux
Et tu fais exactement la même chose. Je n'aurai qu'une seule réponse. Allez vous faire. Au bout d'un moment, j'ai plus la patience. Si vous jugez que plus de 200 heures de travail avec des schémas réutilisables gratuitement, à condition de me créditer quand même, hein, voilà, faut pas abuser non plus, revendu au prix de 30 €. Bon, 15 € avec le code promo là actuel, mais ça va pas durer éternellement, c'est juste pour marquer le coup avec la vidéo, donc on va dire 30 €. Et ceci afin de pouvoir continuer à produire du contenu gratuit pour tous. Que ça là du coup, c'est une arnaque. Si vous pensez que les 300 vidéos de revues informelles d'études scientifiques déjà disponibles, qui me prennent du temps donc du coup à lire, ensuite à résumer, à mettre sur la chaîne YouTube, tout ça pour 2 € par mois, hein. Donc c'est à dire que ça, tout cet accès et plus encore, donc on va dire à peu près 6-7 vidéos par semaine pour 2 €, je le rappelle, ça là, c'est pour vous soutirer des sous, alors que la plupart des services équivalents, c'est genre au minimum 10 fois plus cher. Je peux plus rien pour vous. Enfin, si tout ça, ça t'emballe pas plus que ça, pour des raisons qui te regardent et que je respecte totalement, simplement partager cette vidéo à un de tes amis qui croit dur comme fer en Delavier. Ou pas d'ailleurs, hein. Voilà, tu peux la partager juste comme ça pour faire de la prévention aussi. Ce serait déjà pas mal. En plus d'un petit pouce bleu et d'un commentaire pour le référencement. Sur ce, prends vraiment soin de toi ainsi que des gens que tu laisses t'influencer. Et à la prochaine. Et je pense que ce sera la vidéo la plus longue de la chaîne parce que là, ça fait quand même 3 heures que je tourne.